Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live organisé à l'occasion du quart d'heure de lecture du CNL. Je suis Hermine et je fais partie de l'équipe marketing d'Audiolib, tout comme Elodie et Oriane qui sont derrière la caméra. Nous allons passer ce quart d'heure de lecture avec Sabine Goussoub, auteur, journaliste et auteur notamment de Beyrouth-sur-Seine, publié chez Stock, dont vous avez forcément entendu parler parce qu'il a reçu en 2022 le prix Goncourt des lycéens. Encore bravo. Merci. Que vous avez très probablement lu et que vous allez pouvoir écouter à partir du 29 mars parce que nous le faisons paraître chez Audiolib en livre audio et figurez-vous qu'il sera lu par Sabine lui-même. Bonjour Sabine, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Beyrouth-sur-Seine est ton troisième roman. Tu y racontes l'histoire de tes parents qui sont arrivés à Paris en 1975, qui pensaient y rester pour 2 ans et qui y sont restés beaucoup plus longtemps parce qu'entre-temps la guerre a éclaté au Liban. Tu y parles donc de leur histoire, du fait qu'ils vont chercher à recréer Beyrouth à Paris. C'est un roman très beau sur la famille, sur l'exil, le déracinement et l'intégration et ses difficultés. C'est un roman qui est très drôle et très émouvant et lu par toi en livre audio. On est sûr que ce sera encore plus drôle et encore plus émouvant, donc on a hâte d'écouter le résultat. À l'issue de cette lecture, tu répondras, si des personnes le souhaitent, à quelques questions des internautes. Maintenant, je te laisse la parole et te remercie encore d'être avec nous. Encore merci pour l'invitation et pour la présentation. Je suis vraiment ravi de lire cet extrait. Je vais commencer par le début du livre, le premier chapitre intitulé « Mon père, ma mère, Paris 2020 ». « Tu veux que je te raconte ma vie en arabe ou en français ?» m'a demandé mon père, et il a ajouté « Tu comprends l'arabe ?» alors qu'il a été mon professeur d'arabe pendant 3 longues années où je vivais chacune de ses leçons comme un calvaire sans fin. Je venais de brancher un micro sur sa chemise de pyjama qu'il traîne depuis mes 5 ans. Elle a été cousue et recousue par des couturiers kurdes, irakiens, coréens, et certains d'entre eux ont même mis des patchs en jean dessus pour combler les trous. Ma mère a beau lui acheter plus d'une dizaine de nouveaux ensembles, il n'a jamais porté que celui-là qu'il a acheté au Liban. Un pyjama bleu marine composé d'une chemise et d'un pantalon trop court. Assis sur son canapé, il a une vue imprenable sur Paris, avec au milieu la tour Eiffel. Mes parents sont locataires d'un appartement au 12e, d'un immeuble de 17 étages du 15e arrondissement. Plusieurs fois, ils ont déménagé d'un étage à l'autre, du 6e au 9e, du 9e au 15e, et enfin du 15e au 12e. À chaque fois, ils s'installaient dans le 3 pièces standard, celui au fond à droite ou à gauche, en sortant de l'ascenseur. Leur appartement est traversant. Il fait 67 mètres carrés. Il est composé d'un salon, d'une cuisine, de 2 chambres à coucher et d'une salle de bain. Ma mère l'appelle la cage aux oiseaux, tellement les pièces sont petites et imbriquées les unes dans les autres. Des 2 côtés se trouvent 2 balcons étroits, sur lesquels mes parents ont recréé le jardin de leur village respectif au Liban. On y trouve des citronniers, des oliviers, des mandariniers, des tomates cerises, des concombres, de la menthe, et tout ça dans un espace très restreint. Lorsque le soleil tape sur le balcon et que le ciel est bleu, on se croirait quelque part dans le sud avec ses rayons qui brillent sur les citrons. Ce jardin est la grande fierté de mon père. Ses yeux s'illuminent lorsqu'on déjeune ensemble et que la salade est composée de tomates de son jardin. Mon père aime quand les pigeons construisent leur nid dans l'un des arbres, ce que ma mère déteste. Rien ne la dégoûte plus au monde que les pigeons. Ils sont porteurs de toutes les bactéries du monde, répète-t-elle, et ils salissent mon balcon et mes vitres. Lui les adore, à tel point qu'une fois par semaine, il achète du pain à la boulangerie, pain qu'il découpe dans son salon, en petits bouts, avec une paire de ciseaux, et qu'il glisse dans un sac plastique. Il se rend ensuite sous le métro aérien et jette, poignée après poignée, les miettes au sol, tandis que les pigeons affluent. Une fois, j'ai assisté à la scène. Mon père habillé d'un costume croisé noir et des pigeons qui volent en cercle autour de lui. Les passants restaient hypnotisés par cette vision. Mon père avait l'air d'un vaudou, d'un mage, d'un prophète. Il n'arrête pas de jouer avec son micro. L'idée d'être enregistré lui déplaît, mais pour son fils, il est prêt à faire un effort. Ma mère est dans la cuisine et me prépare un petit déjeuner. À chaque fois que je lui rends visite, elle me sert à manger. Elle pense ainsi me retenir plus longtemps dans son appartement. Elle n'arrête pas de parler. Mais du salon, on ne distingue pas un traître mot de ce qu'elle dit. C'est fou combien ta mère parle. Tu enregistres ce que je dis là ?
Oui, papa. C'est très bien. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? J'avais préparé une liste de questions précises, et pourtant là, devant lui, je perds mes moyens. Je ne sais pas, papa. Tu ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu me branches un micro sur moi, et tu ne sais pas ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je fasse le travail à ta place? Donne-moi ton cahier, je vais t'écrire les questions. Si, ok, je sais. Je voudrais que tu me racontes ton arrivée à Paris. Je suis arrivé dans l'avion, j'ai atterri à Orly. Papa, oui. Sérieusement, mais je suis très sérieux. Je suis arrivé à Orly avec ta mère dans ma valise. À l'époque, elle rentrait encore dedans. Aïssal, ferme ta gueule, hurle ma mère de la cuisine. Tu sais, Sabine, poursuit mon père, j'ai appelé un menuisier hier pour qu'il élargisse l'entrée. Ta mère ne passe plus tellement elle a grossi. Elle est obligée de se mettre en biais pour passer. Ma mère arrive au salon avec un plateau dans les mains, sur lequel sont posés du labneh, des olives vertes et du pain chauffé. Ah, pour ton fils, tu présentes bien les choses. Tu es jaloux, Aïssar. Mon père mange son sacro-saint petit déjeuner, qu'il pose à même le coussin de son repose-pied, à savoir du pain complet et de la vache qui rit. Dans le frigidaire sont entreposées une dizaine de boîtes de ce fromage chimique. Regarde ton père. Il a acheté des vaches qui rient comme si la guerre allait éclater demain, me dit souvent ma mère devant le frigo ouvert. Mes parents adorent répéter les mêmes blagues. Je n'ai jamais compris pourquoi. Est-ce parce qu'ils perdent la tête ou pour l'effet comique de répétition? Je me lève pour accrocher le micro à la chemise de nuit de ma mère. J'essaie de l'attraper entre deux activités. Ma mère est petite, très petite, et comme souvent avec les gens de petite taille, elle est hyperactive. Elle me rappelle Nicolas Sarkozy. Là, elle cherche son iPhone qui résonne dans tout l'appartement. Je t'aime, ô mon Liban, ô ma patrie, je t'aime. Par le nord, par le sud, par les plaines, je t'aime. Sa sonnerie n'est rien d'autre que Bhabbak el Lubnan, je t'aime, ô mon Liban, de la diva libanaise Fayrouz, longue plainte nostalgique qui nous agace au plus haut point, mon père et moi. Ma mère ne retrouve pas son portable, qui bip maintenant sans interruption. Elle a dû recevoir des messages sur son WhatsApp familial, sobrement intitulé « Liban ». Cette assemblée est composée d'une 50aine de membres, ses frères, ses enfants, ses cousins et cousines de premier, deuxième, troisième degré, du Liban, des États-Unis, de France, et d'autres proches encore reliés de près ou de loin à elle. Enfin, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette conversation, sauf une, mon père, qui n'a pas de smartphone. Tout ce beau monde n'arrête jamais de communiquer. Il s'envoie des images mal cadrées de plantes, d'arbres et de paysages, des vieilles photos de famille, des vidéogags libanaises, des chansons et des clips ringards. Ils s'émeuvent quand un cousin qui habite au Liban leur envoie une photo de leur village. Ils passent aussi leur temps à se souvenir de ce beau pays d'avant la guerre, où les fleurs poussaient sur l'autoroute et où un train longeait la mer du nord au sud. Parfois, une vidéo complotiste apparaît de je ne sais où. J'ai mis ce groupe en silencieux depuis 5 bonnes années. Je poursuis ma mère au salon. Mon père remarque mes chevilles apparentes. « Tu n'as pas mis de chaussettes », me dit-il. Les chaussettes, c'est toute une histoire chez les hommes de ma famille. Ils ne comprennent pas comment un homme peut porter des chaussures ou des baskets sans chaussettes. Lors de l'enterrement d'Amine au Liban, le petit frère de mon père, j'avais osé porter un costume avec des chaussures sans chaussettes. L'un de ses beaux-frères, Habib, avait remarqué ce détail. Il en avait fait part à mon père, qui m'avait prié de rentrer urgemment à la maison et d'en mettre. Je lui avais dit oui, sachant très bien qu'il ne vérifierait pas. Il avait autre chose à penser. Mais lorsque Habib s'en est aperçu, il m'a hurlé dessus en plein milieu de la salle de condoléances. « Tu n'as pas honte de faire honte à ton père dans un moment pareil ?» J'avais répondu « Vous n'êtes que des attardés, des demeurés, avec vos traditions d'un autre temps. Qui porte encore des costumes noirs à des enterrements ?» Je suis tout en noir en plus. Vous vous prenez pour des mafieux siciliens? Je m'étais tout de même résigné à porter des chaussettes pour ne pas embarrasser mon père dans son village. Ton fils veut qu'on lui raconte notre arrivée à Paris. Et pourquoi tu nous enregistres? Tu vas en faire quoi? Un livre. Tu ne le connais pas, ton fils? Il va nous faire pleurer avec cette histoire. En quelle année sommes-nous arrivés à Paris, Aïssar? En 74. Non. En 75. Bien sûr que non. En 74. Septembre 75.
septembre 74. Merci. Merci beaucoup, Sabine. C'est super. Merci beaucoup pour cette super lecture. Avant de prendre congé de toi, avec grand regret, on va récolter des questions, s'il y en a eu pendant la lecture. Alors, on en a 2. Apparemment, me glisse-t-on à l'oreillette, je m'en empare. Sabine Goussou, vous êtes lauréat du prix Goncourt des lycéens 2022. Qu'est-ce que cela vous a fait de recevoir ce prix ? C'est merveilleux dans la vie d'un écrivain de recevoir ce prix. On m'avait tout de suite dit que c'est le prix le plus honnête, le plus sincère, le plus beau à porter. Et c'est vrai que j'ai cette sensation depuis que je l'ai reçu et que je fais la promotion du livre et que j'en parle. Il y a quelque chose de très, vraiment de très honnête et j'ai l'impression que les lecteurs aiment beaucoup ce prix. D'ailleurs, j'ai souvent été un lecteur du prix Goncourt des lycéens. J'ai pratiquement lu tous les Goncours des lycéens avant. Et deuxième question, Sabine. L'idée d'interroger tes parents te trottait-elle dans la tête depuis un moment ? Oui, c'était un livre qui a commencé il y a 6 ans à peu près. J'avais découvert des photos de famille de mes parents à Paris dans les années 70-80 et aussi des photos de la guerre du Liban et de Beyrouth détruit et mes parents qui posent dedans. Et à l'époque, je vivais au Liban et quand j'avais découvert ces images-là, moi je suis né en 88, donc à la fin de la guerre, j'avais découvert toute une vie que je connaissais pas de mes parents, mais aussi un Paris très libanais, très arabe à travers leurs photos et aussi cette ville Beyrouth complètement détruite. Et je m'étais dit très tôt que je voulais faire quelque chose de ces images-là. Au début, j'ai voulu faire une exposition photo, puis un film, puis finalement, ça s'est transformé en livre parce que la vie a fait que je me suis retrouvé à plus écrire que faire d'autres choses autour. Et puis après, plein de choses ont eu lieu. Il y a eu une révolution au Liban, il y a eu le Covid. J'ai eu l'impression que voilà, mes parents pouvaient partir. Et donc, il y a eu une sorte d'empressement d'avoir envie de les interroger. C'est ce qui m'a poussé, je crois, à écrire ce livre à ce moment-là aussi. D'accord. Et une dernière question, peut-être plus... il y a même 2 autres questions qui viennent d'arriver. Est-ce que tes parents ont aimé ton livre ? Oui, mon père le traduit en arabe en ce moment. Ah. Donc si traduit un livre qu'il déteste, il est très fort. Mais donc je crois qu'il l'a aimé. Et ma mère aussi, elle m'a dit quelques mots. Elle l'a lu un peu plus tard. Au début, c'était trop dur pour elle de se souvenir de ces moments-là. Elle m'avait dit, je t'ai déjà raconté tout ça, c'est bien. Me replonger dedans, c'est compliqué. Mais je sais qu'elle l'a lu et je crois qu'elle l'a aimé. En tout cas, elle a dit que c'était un très bel hommage à mon père. Ok. Tu vas leur faire écouter peut-être la version audio. Ah mon Dieu, non. Non, mais ils vont l'écouter, tout ça va faire écouter du tout, ils vont réussir à la trouver, je sais pas comment. Et ils vont l'écouter, puis après ils vont me dire que j'ai mal prononcé certains mots. Voilà, c'est bien. Bon, tu nous diras. Et autre question, lequel des Goncours des lycéens as-tu préféré ? Des précédents ? Ouais. Je sais pas si je pourrais mettre un préféré, mais je peux dire après que celui... non, quand même, j'ai pas encore cet ego. Il y a Gaël Faye qui m'avait marqué, il y a Alice Zenniter, il y a Sorge Chalandon, il y a... ça, c'est les 3 qui me reviennent comme ça, naturellement. Il y en avait un autre que j'avais beaucoup apprécié. Clara Dupont-Mono, j'ai beaucoup aimé aussi, celui d'avant. Voilà, ça en fait 4 déjà. Après, l'ordre des 4, je ne crois pas qu'il y ait un ordre particulier, mais c'est 4 livres qui m'avaient marqué. Et d'ailleurs, j'avais découvert après qu'ils avaient remporté le concours des lycéens. Ouais. Okay. Et petite question sur l'enregistrement que tu as terminé au Studio Nova Spot. Qu'est-ce que ça t'a fait d'enregistrer ton livre ? Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ? C'est particulier, on retraverse son livre alors qu'on l'a pas lu depuis très longtemps, donc déjà on redécouvre un peu l'histoire qu'on a racontée et que les gens ont lu, parce qu'on en parle, mais en fait on relit pas notre livre généralement. Et donc j'ai redécouvert l'histoire, j'ai aimé le mettre à l'oral, c'est un livre où j'ai toujours voulu l'imaginer au théâtre peut-être un peu, donc voilà, le lire, le retraverser me donnait envie de l'entendre. Alors c'était moi qui le lisais, mais de l'entendre même aussi par d'autres, des acteurs tout simplement qui le joueraient. Et c'est un exercice assez particulier, j'espère l'avoir bien fait, mais comme l'histoire est intime, ça a peut-être marché. Mais il y a quelque chose d'assez particulier dans ce livre, c'est que mes parents parlaient beaucoup en libanais et qu'il y a beaucoup de choses que j'ai écrites dans ce livre qui ont été donc inspirées de choses que j'ai entendues en libanais, donc il y a beaucoup de choses qui ont été traduites au français, donc c'est assez étrange de rejouer ses parents alors que je les imagine que en libanais quand ils parlent, ou en tout cas principalement en libanais, et donc il y avait ce décalage qui était et intéressant et qui rendait aussi un peu l'histoire encore plus fictive parce que c'était pas la langue du réel, c'est la langue de la fiction, le français. Ok, écoute, on a hâte d'être au 29 mars pour t'écouter. Moi je sais pas. En tout
cas, ça nous a donné un super avant-goût sonore, si on peut dire ça comme ça. On te remercie beaucoup, beaucoup, Sabine, Merci d'avoir à été toi. avec nous. C'était vraiment un super moment. Et donc, on vous donne rendez-vous le 29 mars pour découvrir le roman de Sabine Goussou, Beyrouth-sur-Seine, en livre audio, lu par Sabine. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée.